Bonjour à tous, vous écoutez Votre Santé, Votre Avenir, le magazine santé de VOA Afrique. À ce micro, je suis Mamadou Oumfa et Rosine Mounezero est avec moi dans ce studio pour la co-présentation. Bonjour Rosine. Bonjour Mamadou, bonjour à tout le monde. Cette semaine, nous parlons de la syphilis, une infection sexuellement transmissible qui affecte plus de 5 millions de personnes chaque année selon l'OMS. Ses conséquences sont multiformes. Chez l'homme, il va perdre le contrôle de soi, donc les troubles de comportement. Il y a même ceux qui font couler du puits au niveau de l'organe génital masculin. Chez la femme, c'est encore très grave parce que ça détruit ses organes génitaux internes. Nous le verrons, la syphilis est une maladie congénitale. Les mères atteintes de syphilis sont susceptibles de transmettre la maladie à l'enfant pendant la grossesse ou l'accouchement. La syphilis se transmet à l'enfant à travers la circulation sanguine, souvent après le 5e mois. La seconde façon, c'est lors de l'accouchement, par contact direct avec une plaie syphilitique se retrouvant dans les voies génitales de la mère. Et nous écouterons également un médecin congolais qui a participé à une étude sur la prévalence de la syphilis chez les femmes enceintes dans une ville frontalière de la RDC. Tout cela, c'est dans la suite de ce programme qui commence comme d'habitude par l'actualité. Coup d'œil sur l'actualité. Et l'actualité santé, c'est avec Firmin Koyaweda. Bonjour Firmin. Bonjour Rosine. Alors commençons par le Zimbabwe qui vient de légaliser la production du cannabis sur son territoire à des fins médicinales. Oui, Rosine, le Zimbabwe a décidé de légaliser la production du cannabis à des fins médicales ou scientifiques selon un décret du ministre de la Santé rendu public le 28 avril dernier. La marijuana était jusque-là tolérée dans le pays en petite quantité pour la médecine traditionnelle, notamment pour traiter l'asthme, l'épilepsie ou pour accélérer la pousse des cheveux. Cependant, la production et l'utilisation de grandes quantités étaient punies de peines allant jusqu'à 12 ans de prison. Eh bien, Firmin, quelles sont les modalités de production du cannabis d'après le décret du ministre zimbabwéen de la Santé? En fait, Rosine, les citoyens zimbabwéens ou les entreprises dûment établies dans le pays peuvent solliciter un permis de production d'une validité de 5 ans auprès du ministère de la Santé sous strictes conditions. Le demandeur doit préciser la quantité maximale exprimée en poids net en grammes du cannabis frais, sec ou sous forme d'huile qu'il s'engage à produire, sous quelle période ainsi que le nombre maximal de plantes qu'il vendra. Les producteurs qui ont l'intention de posséder, produire, vendre, fournir, transporter ou livrer du cannabis en plus d'un seul point devront demander un autre permis, précise le décret. Il faut aussi préciser, Firmin, que le Zimbabwe n'est pas le premier pays à légaliser l'usage médical du cannabis. Tout à fait, Rosine. L'usage médical du cannabis se développe dans certains pays du monde afin de soulager les souffrances dues au cancer, au sida et à d'autres pathologies. L'Uruguay est devenu en décembre 2013 le premier pays au monde à légaliser la production, la distribution et la consommation du cannabis à des fins récréatives. En septembre 2017, le Lesotho a franchi le pas en accordant une licence de culture de cannabis à une entreprise sud-africaine sur son territoire. En Europe, 12 pays ont déjà dépénalisé l'usage et la possession du cannabis et au Canada, un projet de loi sur la légalisation du cannabis devait être soumis au vote des sénateurs le 7 juin prochain. Parlons maintenant du Nigeria qui vient d'interdire la vente sans prescription des sirops pour la toux qui contiennent de la codéine. Effectivement, le Nigeria a interdit la vente de ces sirops, craignant des risques d'addiction et de mauvaise utilisation. Le ministre de la Santé, Isaac Adewole, a expliqué dans un communiqué que cette interdiction survient alors qu'il existe un abus très important de codéine dans le pays. Le constat découle d'un travail mené par un comité spécial d'enquête mis en place en janvier dernier. Cette interdiction survient aussi une semaine après la diffusion d'une enquête de la radio britannique BBC, une enquête sur les ventes illicites de cette substance addictive aux jeunes Nigérians. Toutes les licences d'importation de ce produit seront également retirées. Le gouvernement nigérien a-t-il prévu une alternative à ces sirops contenant de la codéine? Tout à fait, Rosine. Le ministre de la Santé a annoncé que les sirops seront remplacés par ceux contenant du dextrométhorphane, une substance bien moins addictive. Le gouvernement a également demandé aux agents médicaux d'être particulièrement vigilants quant au risque d'abus du tramadol, un antidouleur et excitant qui est souvent ingurgité en temps de conflit, notamment par les groupes djihadistes Boko Haram.
Les douanes nigérianes font des saisies régulières de ces médicaments après les mises en garde lancées par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime sur leur importante diffusion au Nigeria, pays de 180 millions d'habitants touché par la grande pauvreté et le chômage des jeunes. Vous suivez Votre santé, votre avenir sur VOA Afrique. Parlons enfin de la pollution de l'air qui affecte de plus en plus de personnes. L'OMS tire la sonnette d'alarme. En effet, plus de 90% de la population mondiale respire un air ambiant pollué, a averti l'Organisation mondiale de la santé, OMS, mercredi dernier. Au cours des 6 dernières années, les niveaux de pollution de l'air ambiant sont restés élevés et plus ou moins stables avec des concentrations en baisse dans certaines régions d'Europe et des Amériques, révèle l'OMS dans un communiqué. Les niveaux les plus élevés de pollution de l'air ambiant sont enregistrés dans les régions de la Méditerranée orientale et de l'Asie du Sud-Est. Ce sont ensuite les villes à revenus faibles ou intermédiaires d'Afrique et du Pacifique occidental qui sont les plus concernées. L'OMS note que le manque de données relatives à la pollution de l'air est criant en Afrique et dans une partie du Pacifique occidental. Et quelles sont les conséquences de cette pollution sur la santé des populations ? Les conséquences sont graves, Rosine. L'OMS estime par exemple que la pollution est responsable d'environ 7 millions de morts chaque année. Ces personnes meurent de suite de l'exposition aux particules fines qui pénètrent dans les poumons et dans le système cardiovasculaire, ce qui cause des affections comme les accidents vasculaires cérébraux, les problèmes cardiaques et le cancer du poumon. En 2016, par exemple, toujours selon l'OMS, la pollution de l'air ambiant a été responsable d'environ 4,2 millions de décès et la pollution de l'air à l'intérieur des habitations due à l'utilisation des combustibles et de technologies polluantes a causé environ 3,8 millions de décès. Des chiffres vraiment effrayants. Merci Firmin. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Comme nous vous l'annoncions au début de ce programme, cette semaine, nous parlons de la syphilis. Il s'agit d'une infection sexuellement transmissible qui touche plus de 5 millions de personnes chaque année dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. Cette infection se manifeste généralement à ses débuts par l'apparition d'une plaie non douloureuse au niveau ou aux alentours des organes sexuels. Si elle n'est pas traitée, la syphilis peut causer des problèmes de santé graves, touchant même le cœur et le cerveau. Pour en parler, nous recevons comme invité le docteur Gisèle Kilomba-Zeka, médecin traitant à la clinique imagerie médicale de Béni en République démocratique du Congo. Elle est au micro de notre correspondant Erikas Mouissi. Oui, docteur, bonjour. Comment se transmet la syphilis? Est-ce uniquement par voie sexuelle? La syphilis, vraiment, c'est une maladie sexuellement transmissible. C'est une maladie vénérienne qui se transmet par voie sexuelle. C'est une IST. Alors, comment reconnaître que l'on est atteint de syphilis? Quels sont les signes d'alerte chez l'homme et chez la femme? Reconnaître d'emblée qu'on est atteint de syphilis, c'est difficile parce que c'est une maladie qui évolue à petit feu. Quand je dis que ça évolue à petit feu, la personne peut négliger les signes. Il y a de ces signes, par exemple, des douleurs lombo-pelviennes. Il y a de ces signes, par exemple, douleurs à la miction. Un homme va uriner. Il peut dire que c'est une infection autre que la syphilis. La maladie a 4 stades. La durée d'incubation est lente. Donc, je peux être en contact aujourd'hui avec le microbe qui va se manifester 6 mois après. Donc, c'est difficile. C'est pour cela, il est toujours recommandé, quand on a une infection sexuellement transmissible, sensation de brûlure à la miction, chez les femmes, par exemple, c'est que je peux parler d'une vaginite. Donc, tu sens que ton organe génital fait sortir beaucoup de sécrétions, des pertes blanches, de l'écorée. Il faut toujours venir se faire examiner à temps. Mais comme les gens négligent, la maladie va passer. Au deuxième stade, si la maladie ne se fait pas soigner, il y aura l'apparition au niveau de la vulve, organe génital féminin, ce qu'on appelle un chancre. Chancre mou syphilitique, c'est quelque chose comme un bouton. Tu peux gratter, ça peut chatouiller un peu, mais ça ne disparaît pas. Quand tu grattes, ça laisse une tache noire qui est vraiment indélébile. C'est seulement le personnel soignant, quand il va bien examiner l'organe génital, qui peut voir que cette personne est déjà en contact avec la syphilis. Le chancre là, il peut apparaître. Ça s'appelle chancre mou ou roséole syphilitique. S'il n'est pas soigné, la maladie passe maintenant au niveau du 3e stade.
Le troisième stade, c'est le mauvais parce que la maladie atteint maintenant l'organe, le système respiratoire, va commencer à faire une toux qui ne se soigne pas bien. S'il ne se fait pas soigner non plus pour connaître la cause, ça va passer au quatrième stade. Au quatrième stade, maintenant, la maladie attaque le système nerveux. Donc, quelqu'un va commencer à avoir des troubles comportementaux. Il peut même avoir des troubles d'accommodation. Il y aura même la chute de la pilosité au niveau de la poitrine pour ceux qui en ont. Mais ceux qui n'ont pas de pilosité au niveau de la poitrine, il y aura un épaississement de la peau. La peau ne sera plus comme une peau qui est bien nourrie. Donc, j'essaie seulement de survoler parce que c'est une maladie qui a beaucoup de signes, mais il est seulement conseillé à quelqu'un de venir se faire soigner à temps. Alors, y a-t-il aussi des tests pour savoir si l'on souffre de syphilis, si oui, lesquels? Aujourd'hui, comme la science a évolué, nous avons un examen qu'on appelle le VDRL. C'est un détecteur, donc avec un prélèvement sanguin. Après avoir centrifugé le sang, on fait la sérologie syphilitique. Donc, on diagnostique cela, comme on peut checker le VIH, comme on peut checker d'autres pathologies. Alors, y a-t-il des liens entre la syphilis et le VIH-Sida? Si oui, lesquels? La syphilis, c'est la porte du VIH. Parce que toute cette maladie-là, ça déprime le système immunitaire. Quand tu es atteint de la syphilis, le système immunitaire aussi est défaillant. Il suffit que tu ne te fasses pas soigner et que tu sois content de quelqu'un qui a le VIH. Tu vas facilement développer le VIH. Et quelles peuvent être les conséquences lorsque l'on ne soigne pas correctement la syphilis ou lorsque l'on néglige la maladie? Les conséquences sont néfastes et nombreuses. D'abord, chez l'homme, il va perdre le contrôle de soi, donc les troubles de comportement. Et puis, il y a même ceux qui font couler du puits au niveau de l'organe génital masculin. Chez la femme, c'est encore très grave parce que ça détruit ses organes génitaux internes. En plus, s'il y a grossesse, ça entraîne des malformations congénitales. Donc, si une femme a la syphilis pendant la grossesse, et si ce n'est pas soigné, elle a 75% d'accoucher d'un enfant qui sera soit sourd, sourd-muet, ou bien ne pas se développer. Donc, c'est une maladie qui entraîne beaucoup de malformations congénitales. Donc, il est vraiment conseillé. C'est pour cela, chaque femme, quand elle vient à ses peines, nous dépistons la syphilis. Parce que c'est une maladie congénitale. Elle peut attraper cela, les conséquences vont aller chez l'enfant. Et puis, enfin, comment peut-elle se soigner de la syphilis? Aujourd'hui, dans notre pays, les moyens ne nous permettent pas d'accéder au traitement de courte durée. Nous traitons, par exemple, moi, je traite par la pénicillinothérapie. Par la pénicillinothérapie, le malade, une fois diagnostiqué avec syphilis, il va suivre une cure de 7 jours. Après ces 7 jours, il va encore suivre pendant 4 semaines une injection par semaine. Et là, je suis rassurée que les symptômes vont disparaître. Et puis, au contrôle, les marqueurs biologiques ne disparaissent pas vite. Je peux te soigner avec la syphilis aujourd'hui, au mois d'avril. Mais 6 mois après, tu vas encore te faire examiner. On verra qu'il y a encore la syphilis. Mais ça ne suffit pas que la personne est au stade de maladie. Nous remercions le docteur Gisèle Kilomba-Zeka, médecin traitant à la clinique imagerie médicale de Béni en République démocratique du Congo. Elle était au micro de notre correspondant dans le Nord Kivu, Erikas Mouissi. Quelqu'un l'a vécu, voici son témoignage. Comme vient de nous l'expliquer notre invité, la syphilis n'est pas seulement une maladie qui se transmet par voie sexuelle, elle se transmet également de la mère à l'enfant. En fait, la syphilis congénitale est une maladie dont on parle peu, mais qui est la deuxième cause de mortalité évitable à la naissance, juste derrière le paludisme. 12 pays sont actuellement reconnus par l'OMS comme hautement prioritaires pour l'élimination de la syphilis congénitale en raison de la charge de morbidité importante représentée par cette maladie. Parmi ces pays, il y a le Ghana, Madagascar, le Mozambique, la République centrafricaine, la Tanzanie et la Zambie. Pour en parler, nous recevons à présent le docteur Fanny Malonga. Elle est gynécologue aux cliniques universitaires de Lubumbashi en RDC. Elle est au micro de notre correspondante Gabrielle Nina. Comment s'y transmet la syphilis de la mère à l'enfant et pourquoi est-elle autant mortelle pour les nouveau-nés? Alors la syphilis se transmet à l'enfant à travers principalement la circulation sanguine et cela arrive souvent après le 5e mois. Le sang maternel infecté passe et traverse la barrière placentaire pour affecter l'enfant. Ça, c'est la première façon de contaminer. La seconde façon, c'est lors de l'accouchement.
par contact direct avec une plaie syphilitique se retrouvant dans les voies génitales de la mère. Comment peut-on reconnaître la syphilis chez un nouveau-né ou un enfant? Alors, chez un enfant, le signe le plus probant, c'est le coryza précoce. C'est en fait un écoulement nasal qui est bilatéral, qui gêne même la tétée. Alors, cet écoulement nasal résiste au traitement usuel et n'est soigné que par un traitement syphilitique. Il y a cet élément-là. Il y a les lésions bulleuses qui peuvent apparaître sur les mains, et les paumes des mains et les plantes des pieds de l'enfant. On peut avoir aussi une pseudo-paralysie, donc l'enfant a mal quand on le déplace et a tendance à rabattre les membres sur le corps. Mais quand vous essayez de le bouger, il bouge tout en pleurant. Il y a cela. On peut avoir des déformations à la naissance. Et quels conseils pouvez-vous donner aux mères pour éviter de transmettre la syphilis à leurs enfants? Alors, le conseil à donner, c'est de se faire dépister pendant la grossesse, de façon tout à fait systématique. Il y a des tests qu'on fait pendant la grossesse. Détecter tôt et prise en charge tôt peut protéger l'enfant. Il faut dire que même quand la mère a été détectée précocement atteinte de syphilis, il faudrait soigner l'enfant par après, puisqu'il y a les anticorps maternels qui passent 2 fois dans la circulation sanguine. L'enfant naît indemne, mais ces anticorps qui normalement doivent décroître la première année peuvent se multiplier et conduire à une syphilis précoce vers les 8 mois ou tardive vers les 5 à 30 ans. Comment soigne-t-on un enfant atteint de syphilis et que pouvez-vous faire comme recommandation aux parents d'un enfant victime de syphilis? L'unique façon de soigner un enfant atteint de syphilis, c'est recourir à la pénicilline. Alors, il est important chez les parents qui détectent certaines anomalies chez leurs enfants d'aller consulter, de faire des examens sérologiques et biologiques pour prendre en charge le plus tôt possible cet enfant. Avez-vous déjà reçu des cas des femmes enceintes atteintes de la syphilis? Personnellement, non, puisque ce sont des cas très rares depuis que la politique sanitaire du pays a instauré le dépistage systématique chez toute femme enceinte. Alors, les femmes sont détectées à temps et sont prises en charge. Et puis, par cette politique, la RDC ne figure pas parmi les 9 pays d'Afrique qui sont concernés par la syphilis congénitale et maternelle. Nous remercions le docteur Fanny Malonga, gynécologue aux cliniques universitaires de Lubumbashi en RDC. Elle était au micro de notre correspondante Gabrielle Nina. Écoutons à présent le docteur Mayindo Alongo Mike Antoine. Il est le co-auteur d'une étude sur la prévalence de la syphilis chez les femmes enceintes dans la ville de Bunia en RDC. Depuis Kisangani, toujours en RDC, il nous a parlé des constats de cette étude. C'est une étude transversale, descriptive, qui a été conduite vers 2016, donc pendant 3 mois, dans la ville de Bunia. La ville de Bunia, c'est une ville frontalière à l'Ouganda et au Sud-Soudan. Déjà en 2009, il y avait une étude sur le plan national sur les femmes enceintes. On voulait voir une étude financée par l'OMS et beaucoup d'autres organismes. Avait monté une forte prévalence de syphilis au cours de la grossesse dans certaines villes. Et parmi les villes, il y avait les villes qui étaient proches de la ville de Kisangani, entre autres les villes frontalières également de l'Est du pays. Alors, quels sont les constats qui se dégagent de cette étude? Est-ce qu'on peut dire que la syphilis chez les femmes enceintes et la syphilis congénitale sont des problèmes de santé publique dans la ville de Bunia et de Kisangani? Oui, paradoxalement, contrairement à ce que la plupart de littérature disent que la syphilis est une maladie, bien sûr, avec l'avènement des pénicillines, les gens ont tendance à croire que la syphilis est une maladie qui est en train de disparaître ou qui a presque disparu dans beaucoup d'autres pays. Dans nos contextes, c'est vraiment un problème de santé publique parce qu'à Kisangani, par exemple, lorsque nous avons une prévalence de 10,6% et à Bunia, nous avons une prévalence de 7,2%, c'est énorme. Au-delà de ça, nous avons trouvé également qu'il y avait une co-infection avec le VIH-Sida à une proportion de 28,6%. Et par rapport au pronostic de la grossesse, nous avons trouvé dans notre étude à Bunia, par exemple, que lorsque la syphilis était diagnostiquée au cours de la grossesse, si ce n'était pas traité, elle conduisait à près de 23,8% de décès de fœtus, donc les morts fœtales unitaires. Donc, en considérant ces éléments, nous pouvons dire que la syphilis dans nos milieux, dans ces 2 villes où les études ont été conduites, c'était un réel problème de santé publique sur lequel il faut s'atteler. Selon vous, qu'est-ce qui explique cette prévalence-là? Nous pensons que
Par rapport à Bunia, c'est une ville frontalière, donc qui subit les influences des pays frontaliers tels que l'Ouganda et le Sud-Soudan, avec beaucoup de guerres et beaucoup de migrations et comme tout ce que vous savez. Et en dehors de ça, c'est une ville qui est minière, donc la population vient de partout, de toutes les villes pour aller chercher de l'or. Et il n'y a pas seulement que les hommes qui y vont, il y a aussi des prostituées, des gens, des professionnels de sexe qui y vont pour trouver leur compte. Et donc ces mélanges-là, c'est que les gens ne se font se protéger. Et il y a aussi dans ces endroits, il n'y a presque pas de programme de prévention des maladies sexuellement transmissibles. Le VIH, c'est que les rapports sexuels se font à la va-et-va sans protection. Et par voie des conséquences, les hommes passent un temps là-bas sans se protéger. Et quand ils reviennent chez eux, bon, ils sont chez eux, ils sont mariés, ils ont, avec les enfants et les femmes, donc ils doivent faire tout le reste sans se protéger. Donc il y a donc ces phénomènes-là qui fait que la maladie se transmet avec une prévalence aussi importante. Mais par rapport à la ville de Kisangani, nous avons trouvé que les gens qui circulent partout par la route pour aller chercher comment survivre étaient celles qui étaient beaucoup plus exposées à développer la syphilis au cours de la grossesse. Alors, à partir de votre étude, quelles sont les recommandations que vous pouvez formuler pour réduire, sinon éradiquer la syphilis chez les femmes enceintes et la syphilis congénitale dans ces villes et peut-être au niveau de la RDC et d'autres pays? Dans le programme de suivi des femmes enceintes au pays, les recommandations voudraient qu'on puisse rechercher systématiquement la syphilis au cours de la grossesse. Mais malheureusement, nous sommes un pays pauvre où la plupart des gens n'ont pas le moyen de se faire payer le test pour le diagnostic de syphilis qui coûte autour de $20, alors que la plupart des foyers vivent avec moins de $1 par jour. Nous aurons souhaité que ce programme de lutte contre la syphilis soit également intégré dans le programme de suivi, dans l'équipe gratuit de suivi des femmes enceintes au pays, comme c'est le cas pour le paludisme, pour le VIH, pour l'anémie au cours de la grossesse. Vu que dans beaucoup d'autres pays, la maladie a presque disparu, dans nos contrées reculées, les gens pensent que c'est disparu alors que c'est en train de ronger à bas bruit. Donc nous pensons que la réintégration dans la politique nationale pourrait être une bonne chose pour éradiquer cette maladie. Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond. Voici le moment, chers auditeurs, où nous vous donnons la parole pour poser vos questions santé. Notre consultant, le docteur Armand Guincap, a répondu à vos questions. Le docteur Armand Guincap est médecin urgentiste et praticien au centre hospitalier universitaire de Soissons, en France. Je suis malade, docteur. Je souffre de la sinusite. Que dois-je faire pour guérir? Ce que je peux répondre à cet auditeur, c'est que les sinus sont des cavités osseuses qui sont situées au niveau des os du visage et notamment à l'arrière des fosses nasales et qui communiquent d'ailleurs avec ces fosses nasales-là. La sinusite va être l'inflammation, l'infection de la muqueuse de ces cavités osseuses, en tout cas de la muqueuse des sinus. Très souvent, ce sont les sinus maxillaires et le sinus frontal qui vont très souvent être touchés par une infection qui peut être virale, une infection qui peut être bactérienne. Les causes de ces sinusites sont souvent, en dehors de ces causes virales et bactériennes, des causes également allergiques. Le fait d'être prédisposé à des rhinites allergiques vont être le facteur de risque de sinusite. On a aussi des problèmes de déviation de la cloison nasale, on a aussi des problèmes d'infection dentaire, d'abcès dentaire. Et des personnes qui font régulièrement des rhinopharyngites sont souvent exposées à faire des sinusites. Pour cet auditeur qui voudrait savoir comment se débarrasser de sa sinusite, moi je lui conseille deux choses. La première chose, c'est que cet auditeur doit consulter un médecin pour que le médecin puisse faire un diagnostic précis de ces sinusites-là et des causes de cette sinusite-là pour mettre en place un traitement adéquat. Mais dans l'attente, je peux déjà le rassurer en lui faisant comprendre que près de 75% des sinusites, notamment des sinusites virales, vont guérir toute seule au bout de quelques semaines, mais cet auditeur peut aussi accélérer la guérison de sa sinusite en faisant des lavages de nez fréquents, qu'il lave fréquemment son nez avec du sérum physiologique tout simplement, et en faisant des inhalations par des vapeurs d'eau salée, à savoir qu'il met un peu de sel dans de l'eau qu'il va chauffer et il va essayer d'inhaler dans cette eau salée-là. Et ça permet de bien soulager la sinusite en bien dégageant les fosses nasales et ça permet de guérir, d'accélérer la guérison du moins de la sinusite. Voilà ce que je pourrais répondre à cet auditeur par rapport à la sinusite qui le fait souffrir et dont il voudrait s'en débarrasser. VOA Afrique, votre santé, votre avenir.
Votre santé, votre avenir, un magazine sur votre bien-être. Vous avez des questions sur votre santé, vous voulez prévenir vos maladies, les soigner à temps. Quelle alimentation adopter pour une vie saine? Comment bénéficier des programmes initiés par vos gouvernements ou des ONG dans vos pays? Suivez votre santé, votre avenir sur VOA Afrique avec Rosine Mounezero et Mohamedou Oumfa, samedi à 8h30, temps universel. Votre santé, c'est votre avenir. Moi, c'est Steve Bokor depuis le Bénin Parakou. Ma question est que si les deux géniteurs sont porteuses de la maladie du VIH-Sida, est-ce le nouveau-né, c'est-à-dire l'enfant, portera cette maladie? Ce que je peux répondre à Steve, c'est que le sida n'est pas une maladie génétique. Le sida est une maladie infectieuse dont la transmission se fait par voie sanguine ou par voie sexuelle. En ce qui concerne la transmission à la mère à son enfant, elle se fait généralement lors du dernier trimestre de la grossesse et essentiellement lors de l'accouchement où il y a un contact entre le sang de la maman, le sang maternel et le sang du bébé. Le taux de transmission à ce moment, notamment lors de l'accouchement, est de ce fait très élevé au moment de l'accouchement s'il n'y a pas eu un traitement préalable administré à la maman tout au long de sa grossesse. On a un taux de transmission qui peut aller jusqu'à 20% de la mère au bébé. Lorsque la maman a bénéficié d'un traitement par notamment des antirétroviraux pendant sa grossesse et a eu un bon suivi durant sa grossesse, on a quasiment une transmission nulle, et même si cette maman-là est séropositive parce que ce traitement à base d'antirétroviraux ont vraiment pour effet de rendre la charge virale quasiment faible et non détectable chez la mère, ce qui rend la transmission de la mère au bébé quasiment nulle. Pour répondre à la question de Steve qui voulait savoir si les deux géniteurs sont porteurs de la maladie VIH-Sida, est-ce que l'enfant portera ainsi cette maladie? Non, on n'est pas en présence d'une maladie génétique. Le sida est une maladie infectieuse. La transmission se fait par voie sanguine ou par voie sexuelle. La transmission de la mère à l'enfant se fait par voie sanguine. Mais lorsque la maman a eu un traitement antirétroviral pendant toute sa grossesse, cette transmission est quasiment nulle. Et il n'y a donc quasiment pas de transmission de la mère à l'enfant, même si elle est séropositive et même si les deux géniteurs sont séropositifs porteurs du VIH-Sida. Voici ce que je pouvais répondre à Steve. Si vous aussi vous avez des questions ou des commentaires, contactez-nous sur la page Facebook de VOA Afrique. Par ailleurs, regardez la version télé de ce programme qui sera diffusée sur le site web voaafrique.com et sur nos télévisions partenaires. C'est la fin de Votre santé, votre avenir. Cette édition était consacrée à la syphilis, une infection sexuellement transmissible qui touche plus de 5 millions de personnes chaque année, selon l'OMS. Une maladie qui, si elle n'est pas soignée, finit par affecter le cerveau et le cœur. Pour en parler, nous avons reçu comme invité le docteur Gisèle Kilomba-Zeka, médecin traitant à la clinique imagerie médicale à Beni, en République démocratique du Congo. Elle nous a parlé des causes, des symptômes et surtout des conseils pour éviter et soigner la maladie. Nous avons aussi écouté le docteur Fanny Malonga, gynécologue aux cliniques universitaires de Lubumbashi en RDC. Avec elle, nous avons abordé la syphilis congénitale, une forme de syphilis qui se transmet des femmes enceintes aux enfants. Enfin, nous avons écouté le docteur Mayindo Alongo Mike Antoine, médecin en service aux cliniques universitaires de Kisangani et co-auteur d'une étude sur la prévalence de la syphilis chez les femmes enceintes dans la ville de Bunia en RDC. Il nous a parlé des résultats de cette étude. Nous leur disons merci. Un grand merci à Firmin Koyaweda qui était là avec nous pour vous présenter les événements qui font l'actualité santé. Merci à nos différents correspondants en RDC, Gabriel Nina à Lubumbashi, Béro Matanda à Kinshasa et Erika Smouissi à Beni qui ont aidé à la préparation de cette édition. Une édition réalisée avec le concours de Tchèque Thierry et de Thomas Plandé qui était à la console. À la présentation, vous étiez avec Rosine Mounezero et j'étais en compagnie de Mohamedou Oumfa. Continuez à écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé car votre santé, c'est votre avenir. À très bientôt. C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages,
Retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.